Bon, je vous propose que nous ouvrions cette séance, cette session. Nous allons commencer par l'appel. Ensuite, je vous ferai approuver le compte-rendu de la précédente séance. Et puis, on désignera un secrétaire de séance. Voilà, je laisse l'appel à Madame Martin. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, j'ai donc l'honneur de procéder à l'appel pour l'ouverture de cette session. Madame Marie-Laure Baudouin est-elle là? Laurence Bellet, Christophe Bouquet, Thierry Bracmont, Christian Brault, Francis Kamal, Christophe Chailloux, Baptiste Chapuis, Grégoire Chapuis, Marie-Agnès Courroy, Aude Denisot, Marianne Dubois, Nelly Dury, Lynne Fleury, Jean-Pierre Gabel, Anne Gabory. Monsieur Gallois est absent ce matin, il a donné pouvoir à Madame Tripet. Florence Galzin, Marc Godet, Hervé Gora, Alain Grandpierre, Karine Haribé, Nadia Labadi, Isabelle Lançon, Ariel Lévy, Farah Loiseau, Hélène Lorme, Gérard Malbeau, Pauline Martin est présente, Corinne Melzassar, Jacques Mézas, Frédéric Néraud est excusé, Sophie Pellat, Hugues Rimbourg, Ludivine Ravelot a donné pouvoir en attendant qu'elle arrive à Jacques Mézas, Jean-Luc Riglet, Hugues Saury, Vanessa Slimani, Christine Tellier, Dominique Tripet, Philippe Vacher et Jean-Vincent Valiès. Monsieur le Président, nous avons largement le quorum. Bien, merci. Donc oui, tout d'abord une pensée pour Ludivine, qui a été très éprouvée par l'accident qui s'est déroulé à Cléry-Saint-André samedi après-midi. Elle était sur les lieux, je suis allé voir aussi sur place avec les sapeurs-pompiers. Vraiment une scène particulièrement éprouvante et Ludivine a dû gérer puisque le maire était absent. Donc je pense qu'il y a le contre-coup. Je tiens à lui faire part de toutes nos pensées amicales. Elle a reçu beaucoup de messages de votre part, donc merci à vous. Donc je dois vous faire approuver le compte-rendu de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte-rendu? Pas de questions, je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Ensuite, nous devons désigner un secrétaire de séance. Donc je vous propose quelqu'un qui est maintenant aguerri à cette fonction, Monsieur Ariel Lévy, si vous l'acceptez. Donc il y a des votes contre, des abstentions, il n'y en a pas. Bien. Mes chers collègues, parce que cette session de juin sera celle, comme chaque année, du vote du compte administratif et de la première décision modificative, je commencerai mon propos par quelques éléments sur notre contexte financier. Christophe Bouquet, rapporteur général du budget, aura l'occasion d'y revenir vendredi de façon plus précise. Mais la situation financière nationale et internationale nous impose la plus grande vigilance dans la gestion de notre collectivité locale. Les dépenses de fonctionnement sont inévitablement à la hausse. Augmentation du coût de l'énergie et du prix des matières premières, hausse du point d'indice de la fonction publique, revalorisation des métiers du médico-social et l'augmentation du revenu de solidarité active. Heureusement, la bonne dynamique globale du marché de l'immobilier sur l'année 2022, ajoutée à la forte augmentation des recettes de TVA sous l'effet de l'inflation, ont permis malgré tout au département du Loiret de préserver ses ratios financiers. Mais ces dépenses de fonctionnement progressent tout de même de plus de 20 millions d'euros, soit près de 4%. Rappelons-nous du contrat de Cahors qui aurait rendu impossible cette évolution financière, et cela malgré la hausse exceptionnelle des recettes de fonctionnement. Contrat de Cahors qui est, je l'espère, oublié. Je tiens à insister sur le fait que le département poursuit sa saine gestion des deniers publics en dépensant au plus juste au regard de ses priorités. Vous noterez ainsi notre forte capacité d'investissement qui se maintient encore en 2022 à près de 161 millions d'euros. Vous connaissez sûrement cette maxime attribuée au journaliste Émile de Girardin, « Gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte ». Pour notre majorité, il est en effet indispensable de maintenir ces efforts pour l'avenir. Nous le devons aux générations futures. J'entends déjà certains propos malheureusement récurrents. Notre exécutif préférerait construire un pont ainsi qu'un nouveau bâtiment pour ses archives. Notre exécutif préférerait soutenir les collectivités locales du territoire dans leurs différents projets, et tout cela au détriment de ses missions sociales et des Lorrains les plus démunis. C'est en substance que l'on pouvait lire dans le communiqué du 1er juin 2023 des conseillers départementaux socialistes et républicains au sujet de la protection de l'enfance. Je vous rappelle, je cite, « La situation budgétaire du département du Loiret est saine.
Il n'a aucune excuse pour ne pas mettre immédiatement les moyens humains et financiers nécessaires. S'émouvoir de la situation ne suffit pas, il faut agir. » Fin de citation. Permettez-moi de ne pas être d'accord avec ces propos. Je vais essayer de le démontrer simplement par les faits. En ce qui concerne la protection de l'enfance, tout d'abord, vous le savez, tout est transparent, il n'y a donc pas de surprise. Nous nous trouvons confrontés à une situation nationale de forte hausse des violences intrafamiliales. Et face à cette situation généralisée, je vous le confirme, nous agissons. Chacun d'entre vous a pu prendre connaissance du rapport sur le bilan des recommandations de la mission d'information lancée il y a près d'1 an et demi et dont la stratégie a été arrêtée il y a pratiquement tout juste 1 an. Nous avançons, pas à pas, aux côtés de nos agents et de nos 1890 enfants placés dans le Loiret. La capacité d'accueil en urgence au sein de la maison départementale de l'enfance est passée de 65 à 95 places. La Villa Mimosa à Amilly, d'une capacité de 10 à 16 accueils opérationnels. Dans un objectif de proximité et de réponse aux besoins en petite unité, 2 maisonnées de 6 jeunes ont été ouvertes à Sepoix et à Amilly, et 12 nouvelles places sont également opérationnelles sur l'Orléanais avec l'association Groupe SOS. De même, un village d'enfants de 48 places va ouvrir dans l'ouest du département. Un autre pourra aussi ouvrir dans le Giennois quand le département aura trouvé un opérateur intéressé. Enfin, 2 autres appels à projets ont été lancés dans le courant de l'année pour la création d'un établissement à double habilitation, Conseil départemental et PJJ, appuyé par le PSMS d'Aumezon, donc 6 places pour le département, ainsi que d'une structure pour les problématiques sexualisées de 6 places. Ces 2 projets ont pour objectif de créer les conditions qui permettront aux jeunes accueillis de retourner après un séjour sur leur lieu de prise en charge initiale avec le soutien d'une équipe mobile. Ces nouveaux moyens se traduisent évidemment financièrement. On est passé d'un budget de 49 millions d'euros en 2018 à 73 millions d'euros en 2023. Si nos agents de la MDE ont fait grève le 1er juin dernier, cela me semble traduire une inquiétude légitime. Ils dénonçaient une situation intenable du fait de cette augmentation exponentielle du nombre de mesures de placement ordonnées par la justice. Hier, effectivement, 132 enfants étaient accueillis à la MDE. Avec Florence Galzin, nous avons exprimé cette même exaspération et inquiétude à l'occasion de l'installation, le même jour, le 1er juin, d'une nouvelle instance, le comité départemental de la protection de l'enfance, coprésidé avec Madame la préfète et avec Madame la procureure comme vice-présidente. J'ai voulu en effet que le Loiret puisse participer, comme une dizaine de départements, à cette expérimentation que lance la ministre Charlotte Cobel. Parce que ce sujet prioritaire de la protection de l'enfance doit être appréhendé comme l'affaire de tous, il est capital de favoriser la cohérence de l'action publique en coordonnant davantage les actions des uns et des autres. Il nous faut affiner nos problématiques d'intervention et traiter de façon très précise les situations complexes qui conduisent à emboliser le système ou tout du moins à le tendre fortement. J'ai également rappelé, à l'occasion de l'installation de la CDPE, que nous devions dépasser les discours convenus, les mêmes constats récurrents, les positions de principe, voire même les postures et les textes réglementaires intangibles. Pour que la marque de cette nouvelle instance soit bien celle de la proximité et de l'écoute, j'ai proposé à Madame la préfète et à Madame la procureure d'organiser prochainement une visite de notre maison départementale de l'enfance pour aller à la rencontre de ces agents de terrain qui assurent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cette difficile mission de protection de l'enfance. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le département ne cesse de déployer d'importants moyens supplémentaires dans l'ensemble de son action sociale. S'il en fallait encore un autre exemple, prenons celui de la transformation des politiques sociales qui a conduit à la création de 78 postes. Je dis bien 78 postes. Dans le périmètre des 4 agences départementales de solidarité qui couvrent l'ensemble du territoire, ce sont désormais 19 équipes pluridisciplinaires qui interviennent aux côtés de 4 équipes d'accueil inconditionnel, dont une équipe exclusivement téléphonique. Je remercie Pauline Martin, qui n'a pas ménagé son temps et a fait preuve de beaucoup d'implication aux côtés de nos services et d'autres acteurs partenaires sur tout le territoire loiretain. Grâce à ce maillage plus fin, l'objectif de se positionner à 20 km maximum de chaque usager sera bientôt atteint. Aujourd'hui, plus que jamais, la problématique des distances et donc celle des mobilités se répète sans cesse.
Les freins pour apprendre quand des collégiens ne disposent pas de ligne vers leur nouveau lycée hors secteur du fait des options choisies. J'ai été alerté par les collégiens de Puiseaux, inscrits au lycée de Montargis, au lieu du lycée de Pithiviers, et qui doivent s'y rendre par leurs propres moyens. Frein pour se soigner. Lorsque vous ne pouvez pas vous rendre dans les centres de santé, encore pourvus de médecins. Frein pour s'insérer dans l'emploi, parce que vous ne pouvez pas vous rendre à votre nouveau travail en raison de l'absence de desserte ou bien d'horaires atypiques. La mobilité n'est peut-être pas la compétence directe du conseil départemental, mais la solidarité territoriale, si, pleinement. C'est pourquoi, après avoir lancé un schéma départemental des mobilités, je vous annonce que le département organisera à l'automne prochain une grande conférence territoriale sur les mobilités avec l'ensemble des acteurs concernés. Soyons pragmatiques en la matière et avançons ensemble, concrètement et durablement. Sachons mettre un terme à l'évocation de projets improbables pour se tourner vers des solutions réalistes et possibles à mettre en œuvre rapidement. Je pense bien évidemment à l'hypothétique réouverture de lignes ferroviaires, ligne avec un S, dont le Conseil régional nous annonce le lancement à chaque début de mandature et qui n'apparaissent plus dans les projections de l'État. Clairement, Orléans-Chartres ne se fera pas. Et Orléansien non plus, mon cher Francis. J'ai même, hélas, de sérieux doutes sur Orléans-Châteauneuf-sur-Loire, qui semble bien loin d'être une priorité des services centraux. Mes chers collègues, s'émouvoir de la situation ne suffit pas, il faut agir. Je cite, c'est ma précédente citation. Eh bien, quand j'entends parler de nouveaux concepts comme le Drési, train autonome équipé de batteries dans l'est de la France, le Flexi, une nouvelle navette compatible rail-route, ou l'Easy1000, un minibus électrique autonome à Châteauroux, ou encore le réseau express Touraine, imaginé à partir de l'étoile ferroviaire Tourangelle. J'ai envie de dire, chiche, pourquoi pas dans notre territoire loiretain? Nous sommes prêts à lancer le mouvement. Les enjeux le valent bien, notamment pour la préservation de notre réseau routier départemental. C'est pourquoi je vous propose d'initier des formules innovantes pour le bien des Loiretains. La transition écologique doit passer par cette offre améliorée du transport en commun. Cette mobilité facilitée sera aussi un véritable atout pour notre économie. Nombreuses sont nos entreprises qui, aujourd'hui, cherchent en vain de nouveaux salariés, alors même que les carnets de commandes sont pleins. Et pourtant, le nombre de foyers bénéficiaires du RSA reste relativement stable, même s'il faut reconnaître qu'il amorce depuis 2021 une tendance à la baisse. On est passé ainsi de 16 105 foyers bénéficiaires en 2021 à 15 922 en mars de cette année. Parce que nous ne pouvons pas nous résigner à voir certains Loiretains s'enfermer dans la précarité, j'ai fait de l'insertion dans l'emploi par l'activité économique l'une des priorités de notre projet de mandat. Mes chers collègues, encore une fois, nous agissons. Pleinement engagé dans l'expérimentation France Travail, le département du Loiret avait déjà été précurseur avec son dispositif de coaching 3 mois pour un job. Il se réorganise aujourd'hui pour travailler au mieux dans le Montargois avec Pôle emploi afin de proposer un accompagnement renforcé avec une contrepartie de 15 à 20 heures consenties, je dis bien consenties, par semaine par le bénéficiaire du RSA. Ces heures pourront recouvrir des rendez-vous, des formations, des immersions professionnelles, mais aussi, pourquoi pas, et j'y tiens, de l'engagement associatif. L'idée fondamentale n'est pas de contraindre coûte que coûte, mais bel et bien de remettre le pied à l'étrier et de favoriser le retour à l'emploi. On le sait bien, l'accès à l'emploi permet souvent de dépasser les difficultés dans la recherche de logement. Christian Braud nous présentera d'ailleurs, au cours de la session, le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées 2018-2023, donc le PDA-LHPD. Notre pays, sûrement le plus généreux du monde en termes de protection sociale, repose sur des droits et devoirs. Chacun pourra comprendre, à mon sens, que la solidarité nationale n'est pas gratuite. L'État régalien, qui doit garantir le juste droit, doit aussi assurer la mission de protection des citoyens et garantir le droit à vivre en sécurité. Or, nous voyons de graves faits divers s'enchaîner. Ils sont de plus en plus fréquents en milieu rural et demandent des renforts de gendarmerie, notamment dans notre département, et très attendus par les élus locaux. J'ai à ce titre soutenu directement auprès du ministre Gérald Darmanin la création de plusieurs unités mobiles et territoriales dont la création avait été sollicitée par les maires auprès de la préfecture.
Nous attendons les annonces nationales en la matière qui devraient intervenir dans les tout prochains jours. À cet égard, permettez-moi d'avoir une pensée à l'attention de tous les maires qui peuvent être molestés ou agressés dans l'exercice de leurs fonctions. La République se doit de les protéger et de sanctionner sévèrement ceux qui osent s'en prendre à ses représentants. Nous avons des exemples quasiment quotidiennement. Si la sécurité est du ressort de l'État, nous agissons malgré tout à notre niveau. Ainsi, le département a financé la construction, l'extension ou des aménagements bâtimentaires pour la gendarmerie. Il investit dans le fonctionnement de 14 casernes sur son territoire, dont 3 d'entre elles sont des propriétés du département. Nous aurons l'occasion la semaine prochaine d'inaugurer avec monsieur le maire de Gien la toute nouvelle caserne mise à disposition de nos gendarmes, construite par le bailleur départemental, l'OGEM Loiret. Toujours dans le Giennois, les élus locaux, comme la population, restent dans l'expectative depuis le dernier rassemblement des gens du voyage à Nevoy en mai dernier. J'avais écrit à Madame la Première ministre pour solliciter une entrevue afin de définir pour ce terrain une jauge maximale de 20 à 25 000 participants et surtout apporter la garantie qu'un seul rassemblement y aurait lieu chaque année. Et pas de second, surtout en août, avec tous les dangers que ça peut représenter. Si je dois reconnaître que le ministre de l'Intérieur avait renforcé la présence des forces de l'ordre autour du campement géant, je trouve quand même assez regrettable de n'avoir reçu aucune réponse du cabinet de la Première ministre, alors même que tout le monde était d'accord dans les administrations parisiennes pour signifier que l'arbitrage se situait désormais au plus haut sommet de l'État. J'ai eu le cabinet de Darmanin qui a dit c'est pas nous, il faut voir le cabinet de Béchu, puis après que le cabinet de Béchu dit c'est pas nous, il faut voir le cabinet de Saint-El, et etc. Donc tout le monde se renvoie la patate chaude, si je peux dire. En conséquence, comme j'en ai prévenu Madame la préfète, j'ai décidé de retirer de l'ordre du jour le vote du schéma départemental des gens du voyage. Je ne me vois pas en effet vous proposer de faire peser de nouvelles obligations réglementaires aux territoires et aux communes du Loiret quand l'État lui-même ne tient pas ses engagements et ne daigne même pas répondre aux élus de la République. Tant que nous n'aurons pas eu de retour de Madame Borne, ce dossier restera en suspens. Lorsque le département s'engage pour la sécurité des Loiretains, il nous faut évoquer ensemble les mesures qui seront mises en œuvre en partenariat avec le SDIS afin de lutter contre les feux de forêt. La collectivité prévoit ainsi d'installer 28 citernes d'eau dans les massifs forestiers les plus sensibles du Loiret entre 2023 et 2024. Le montant total de l'opération s'élèvera à plus de 900 000 €. De même, Hervé Gora interviendra cet après-midi sur le dispositif Fonds vert relatif à la lutte contre la crise climatique. En effet, il vous proposera que le Loiret participe à un groupement de commandes interdépartemental, Loiret, Loir-et-Cher et Cher, créé dans le but de protéger le massif forestier de Sologne. Les études sont actuellement en cours pour déployer un nouveau dispositif de surveillance dès 2024. L'objectif étant de détecter de façon précoce les départs de feu et permettre une intervention rapide des sapeurs-pompiers et ainsi limiter leur propagation. Là encore, il s'agit bien d'anticiper cette sécheresse croissante que connaît notre territoire dans les périodes estivales. Et dans la lignée de Loiret Planète en tête, le département agit pour la transition. Cette transition, nous y participons également en continuant d'accompagner fortement notre agriculture locale qui ne cesse de faire des efforts pour se moderniser et répondre à de nouvelles exigences environnementales. Jean-Luc Riglet le reprécisera, mais c'est près d'1 million d'euros qui seront consacrés versés cette année dans un cadre réglementaire défini conjointement avec le Conseil régional. Enfin, dernier grand sujet du moment qui recouvre aussi bien la solidarité territoriale, les mobilités, qu'une forme de sécurité pour nos concitoyens. Je pense à la lutte contre la désertification médicale, peut-être actuellement la principale préoccupation des Loiretains. C'est sûr que ce n'est pas non plus de la compétence du département. C'est sûr aussi qu'on pourrait continuer à regarder les trains passer. Eh bien, mes chers collègues, ce n'est pas le cas. Vous le savez, nous avons collectivement décidé en décembre dernier d'adopter un plan priorité santé. Laurence Bellet et Lynne Fleury, qui en rappelleront demain les 4 axes, préciseront une de nos actions phares, à savoir la création de Cap Loiret Santé. Au-delà des importants moyens financiers que nous avons fléchés, que ce soit pour octroyer des bourses aux étudiants, des aides à l'installation ou l'achat d'un bus santé dans le Montargois, nous souhaitons avant tout animer l'ensemble du réseau des professionnels qui s'impliquent au quotidien pour offrir aux Loiretains la meilleure offre de santé possible. Pour ma part, je suis intéressé de voir le débat sur l'installation des médecins se rouvrir.
car je crois en effet qu'au regard de la situation catastrophique dans le territoire, il est nécessaire que l'État assume d'envisager des évolutions d'ordre systémique. Je comprends les différents ordres qui défendent légitimement leur libre exercice. Mais la situation est grave et, in fine, c'est bien le politique qui sera tenu responsable de la situation. D'ailleurs, les Français exigeront peut-être des comptes considérant la mise en danger d'autrui. Je me souviens très bien que notre sénateur Hugues Saury était déjà intervenu sur ce sujet en septembre 2022 en assumant courageusement dans la République du Centre qu'il fallait instaurer dès à présent un numerus clausus d'installation des professionnels libéraux en fonction des besoins locaux. Je cite. Au national comme au local, on constate que toutes les forces s'organisent dans le même sens. L'ouverture d'une faculté de médecine et la création du CHRU sont des atouts indéniables sur lesquels nous devons arriver à capitaliser intelligemment pour l'avenir de notre territoire. Dans ce territoire du Loiret, et ce sera là ma conclusion, j'ai le plaisir de vous inviter à célébrer 2 anniversaires. Tout d'abord, les 50 ans du Festival de Sully, qui adoptera pour l'occasion un nouveau format. Une grande scène sera installée dans le parc du château de Sully-sur-Loire avec l'animation d'un véritable village de festival permettant aux centaines, voire milliers de spectateurs de s'y désaltérer et de s'y restaurer dans une ambiance conviviale. Les bougies seront également de sortie pour les 10 ans du gentilé loiretain. Pour cela, toute une campagne de sensibilisation sera proposée. Un exemplaire de l'ouvrage présentant 45 ambassadeurs reconnus du Loiret vous sera distribué cet après-midi. Pour permettre à tout un chacun de pouvoir librement rejoindre, s'il le souhaite, la grande famille des ambassadeurs, une série d'animations a été imaginée. Vous découvrirez juste après mon propos en images. Je souhaite, en votre nom, et à toutes et tous un très bel anniversaire aux 680 000 Loiretaines et Loiretains. Je vous remercie et je vous propose le petit film qui dure 2-3 minutes. Territoire, donc la promotion de ce territoire du Loiret. Alors, je précise que les tags que vous avez vus, ce sont des tags qui s'effacent à l'eau. Hein. C'est de la craie. On n'a pas tagué tous les murs. Il s'agit de tags au sol. Et vous avez bien compris qu'il y a un petit concours pour ceux qui arrivent à prendre une photo de ces tags et l'envoyer à nos services communication. Voilà, écoutez, je vous laisse la parole pour cette discussion de début de session. Oui, il y aura Hélène Lorme et Francis Kamal. Merci, Monsieur le Président. Je vois que dernièrement, nous sommes souvent cités stricto sensu et je vous remercie de nous donner cette visibilité. Dans votre introduction, vous avez cité les différents rapports qui seront développés au cours de notre session. Parmi eux, de nombreux rapports ont trait aux solidarités, compétence majeure du département, à savoir le point d'étape de la mission d'information de l'enfance, MIE, qui se doit de mettre en place les 51 préconisations identifiées. La protection de l'enfance, dont la récente grève en effet à la MDE nous rappelle une énième fois notre responsabilité collective et qui doit nous pousser à aller plus loin dans l'engagement des moyens humains et financiers du département, particulièrement lorsque la situation financière du département est saine et que vous nous la présenterez probablement de façon alarmiste demain. L'insertion et le RSA, là encore, un sujet pour lequel nous n'avons pas forcément la même approche. Ou encore le logement, via le plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sujet crucial alors que de plus en plus de Français ont des difficultés à se loger dignement. À la fin de cette session, vous évoquerez également le compte administratif de l'année 2022. Ceci nous permettra de faire un point sur les finances du département. Ainsi, nous aurons un éclairage important sur les possibilités de financement de nos politiques, entre autres celles que je viens de citer, et qui doivent apporter des réponses à la fois urgentes et structurelles. Et parmi les questions que nous devons nous poser figurent les suivantes. Mettons suffisamment de moyens humains et financiers dans les politiques dont nous avons la charge? Les moyens que nous mettons en œuvre sont-ils assez pertinents et efficaces pour atteindre au juste effort nos objectifs de solidarité? En effet, ces questions font partie des questions à se poser dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques. À ce stade, nous devons partager ce constat pour dire que nous n'avons pas encore développé au sein de notre collectivité la culture consistant à évaluer les dispositifs existants. Nous en avons déjà parlé ici, mais une fois ce constat fait, il serait nécessaire de faire en sorte que cela évolue. Pour exemple, notre commission finance et évaluation des politiques publiques qui n'a d'évaluation que le nom. Pourtant, c'est un enjeu crucial que d'évaluer nos politiques publiques. C'est un enjeu parce qu'il s'agit de contrôler, d'évaluer comment sont utilisés les deniers publics. C'est un enjeu parce que notre société évolue très vite et que nous devons ainsi adapter nos dispositifs. Et pour cela, il faut les évaluer. On le voit par exemple dans le domaine de l'environnement. C'est aussi un enjeu de transparence vis-à-vis des citoyens, car cela permettra de rétablir un lien de confiance entre nos institutions et les citoyens, pour la transparence de notre action et le rendre compte de nos actions. Et nous regrettons encore une fois que notre demande de diffusion en instantané des réunions publiques ne soit pas réalisée comme cela se fait dans d'autres collectivités. Pour évaluer et adapter nos politiques, il existe déjà des dispositifs, que ce soit des tableaux de suivi d'actions menées, qui doivent ou peuvent se multiplier, que ce soit des dispositifs plus importants, comme les missions d'information telles que celles réalisées sur la protection de l'enfance, à l'initiative des groupes d'opposition et menées conjointement, qui fera l'objet aujourd'hui d'un premier bilan 1 an après l'adoption du rapport de la mission. Un bilan très intéressant, puisqu'on y reviendra, il montre l'utilité de cette mission d'information, l'utilité d'évaluer, afin de tracer un chemin que nous devons continuer à suivre. Mais d'autres dispositifs peuvent être mis en place. Nous pouvons innover en la matière, comme nous pouvons regarder ce qui se fait ailleurs. Le Loir-et-Cher, par exemple, a reçu récemment un prix, le prix de l'innovation du Club Finance de la Gazette des communes, pour la mise en place d'une semaine de l'évaluation. La direction des finances du département a souhaité rendre l'évaluation des politiques publiques systématique. En Ille-et-Vilaine, le département a même créé un service dédié à l'évaluation des politiques publiques. Le département s'est doté d'une charte de l'évaluation, créant un comité départemental d'évaluation composé d'élus de la majorité et de l'opposition qui choisissent et suivent des sujets à évaluer par le service dédié. Il serait bon que nous puissions avancer sur cette question importante car les sujets à évoluer ne manquent pas. Comme je l'ai dit, nous avons tous collectivement fait un travail important sur la protection de l'enfance. Évaluer les dispositifs existants, en l'occurrence via la mission d'information, nous a permis d'avancer, de découvrir des états de fait que nous ignorions et ainsi d'adapter nos réponses au constat. Qu'il me soit permis ici de remercier le travail important de Madame la vice-présidente Florence Galzin et des élus de la mission ainsi que les services départementaux. Il nous semble également important de regarder de plus près ce que nous mettons en place pour nos jeunes en général. Nos politiques jeunesse dans toutes ses composantes. Action en matière de citoyenneté, accès à la culture et aux loisirs, accompagnement au mieux des années collège, restauration scolaire, aide financière, pour ne citer qu'elles. Je ne doute pas que nous partagions le fait que la citoyenneté est un pilier du bien vivre ensemble, donc de l'épanouissement individuel et collectif. 5 ans après l'adoption du plan Agir pour nos jeunes, nous souhaiterions qu'un bilan, comme cela a été d'ailleurs prévu à l'origine, soit réalisé afin d'évaluer nos actions et nous permettre de savoir si nous arrivons à cibler les jeunes qui en ont le plus besoin, notamment sur les questions de citoyenneté, pour, entre autres, revoir le travail avec les structures d'éducation populaire sur les différents territoires loiretains. Les jeunes ont été particulièrement touchés par la crise Covid, tant sur leur santé mentale. En effet, les études montrent que les jeunes sont devenus la tranche d'âge la plus concernée par les troubles anxieux et dépressifs, tant sur leur niveau de vie,
avec notamment des jeunes de plus de 18 ans qui ont subi fortement les contre-coups économiques du Covid. On a tous en tête les files d'attente d'étudiants devant les points de distribution d'aide alimentaire. Il nous faut par conséquent réfléchir à adopter nos dispositifs existants, notamment en matière d'accompagnement, d'aide financière ou encore d'accès à la culture, au sport et aux loisirs. De plus, de nouvelles informations qui éclairent la situation dans les collèges sont désormais à notre disposition, comme les indices de position sociale, IPS, qui mettent en lumière l'évolution de la mixité sociale dans nos établissements scolaires. Il est de notre responsabilité d'interroger nos interventions en fonction de ces nouveaux éléments et de nouveau, comme nous le demandions ici déjà, d'indexer les tarifs de la restauration scolaire en fonction des moyens de chaque famille. Nous sommes en attente d'informations pour le calendrier et les modalités de mise en place. Pour conclure, le département a un rôle important à jouer en matière de politique de la jeunesse, tant en matière de politique sociale qu'en matière de gestion des collèges, et de tout ce qui s'y rapporte, et en matière d'action relevant des services jeunesse. Vous le savez, nous sommes à disposition pour travailler et échanger avec vous pour avancer sur tous ces sujets. Même si, Monsieur le Président, nous regretterons ainsi que depuis quelques sessions, vous ne réunissiez plus les présidents du groupe d'opposition pour échanger sur les sujets à l'ordre du jour de nos séances. Merci de votre attention. Oui, effectivement, c'est peut-être la deuxième session. C'est vrai que j'ai un emploi du temps qui est un petit peu chargé en ce moment, mais dès le mois d'octobre, on pourra reprendre, il n'y a pas de problème. Bien, donc oui, sur toujours plus de moyens, parce que si mon discours était un peu convenu, comme vous l'avez dit dans votre propos, comme quoi je vous dis qu'on a des bons résultats, mais finalement, il faut être prudent. Donc dans votre discours, vous êtes aussi convenu, puisque c'est toujours le même discours que vous ressortez à chaque fois. Donc sur les moyens, voilà, tu vois, c'est bien. Alors, donc voilà, moi les réponses, j'en ai apporté un grand nombre de réponses dans mon discours d'ouverture. 45 postes qui sont offerts au recrutement pour l'aide sociale à l'enfance. Florence peut en dire un peu plus, mais 45 postes qui sont ouverts, mais c'est parce qu'on ne trouve pas. Et donc après, on a détaillé hier devant les représentants syndicaux de la MDE toutes les propositions qu'on a faites, toutes les démarches qu'on engage pour rendre le métier plus attractif, pour faire en sorte, en tout cas, qu'on puisse recruter. Parce que là, c'est faute de candidature. Et là, on déploie des moyens colossaux. 78 postes générés par TPS quand même. 78 postes. C'est sans précédent. Ça s'est jamais produit ici. On a plutôt été dans une époque dans la réduction du nombre de postes. Je ne sais pas dans vos collectivités comment vous faites, mais là, un tel niveau de recrutement, ça se voit nulle part ailleurs. Même pas, je n'ai pas de collègues qui en sont à ce niveau-là. Parce qu'on a choisi d'aller au plus près. Pauline le détaillera demain ou aujourd'hui, je ne sais pas, d'aller au plus près des territoires, d'être toujours dans une fine maille du territoire par ces EP et donc et des recrutements qui ont été qui sont en cours en tout cas. Donc toujours plus sur le social, je veux bien, mais là, je pense qu'on a vraiment mis les moyens. Quand je vous parle d'un budget qui est passé d'une 50aine de millions d'euros à 73 millions d'euros, c'est pareil. Vous vous rendez compte, c'est 50% de plus en quelques années depuis 2018. Alors, on peut faire 100% de plus, mais ouais, je pense que là, les moyens quand même en termes de politique sociale, ils sont vraiment assumés ici dans le département du Loiret. Après, sur l'évaluation, bon oui, effectivement, on peut. Alors, je pense que là aussi, les services sont déjà beaucoup sollicités, les services administratifs, donc on peut rajouter du boulot, rajouter du travail. Bon, à voir, il faudra certainement recréer des postes pour d'évaluateurs de nos politiques, de nos différentes politiques. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, pour moi, c'est le social, clairement. C'est notre priorité, vous pouvez le constater tous les jours. Notre priorité, c'est l'ASE. Toutes nos priorités sont là. Donc, bon, l'évaluation, oui, mais voilà, je pense que ça se fera au fil de l'eau. Et puis, d'ailleurs, quand on a eu la commission générale qu'on a eue auparavant, juste avant, avec les propos de l'HAPTVP, c'est pas rassurant, c'est-à-dire que ça va générer beaucoup de travail. Je pense que Rosa peut en témoigner. Nos services juridiques aussi, il y aura beaucoup de travail pour être toujours en veille dans cette société qui, pour moi, dérive au niveau complexité, clairement. Les parlementaires, cher Hugues, il faudrait peut-être, parce qu'on nous dit, c'est pas nous qui faisons la loi. Ben non, c'est pas nous qui faisons la loi, c'est pas eux qui font la loi. Ces gens-là, ils appliquent, mais c'est vous qui la votez. Je pense qu'il va falloir un moment qu'il y ait une prise de conscience et que peut-être que le mandat, le cumul des mandats est quelque chose de bon. C'est-à-dire que quand vous avez un maire
qui est aussi à la fois maire et député, peut-être que ça aidait quelque part à avoir les pieds sur terre. Voilà, puis après sur le reste, bon, en tout cas par rapport à la tarification sociale, là, ça sera un sujet qui sera évoqué en commission de septembre, je pense, Florence. Voilà, donc voilà ce que je peux apporter comme réponse. Je ne sais pas si Florence, Pauline ou veulent compléter. Pauline et puis Florence après. Je ne vais pas redire ce que le président a dit. Je voudrais juste reparler de l'évaluation. Dans le cadre de la transformation des politiques publiques, nous avons 2 évaluateurs qui sont là pour évaluer toute l'action sociale du département. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de résultat parce qu'il faut qu'on les mette en place, mais ça fait partie des fondamentaux de la transformation des politiques publiques. Juste quelques réponses complémentaires à ce que le président a dit dans son discours introductif sur l'ASE. D'abord, effectivement, je souligne le travail partenarial de la mission. On a travaillé tous ensemble et je pense que c'est à souligner. Et vous donner quelques traductions concrètes quand même de ces travaux. D'abord, vous en avez dans cette session, puisque vous verrez qu'on modifie l'organigramme de la MDE avec 14 postes supplémentaires qui, eux, sont pourvus. Avec, comme l'a dit le président, 45 postes, par contre, au niveau de l'ASE qui restent vacants, même s'ils sont ouverts. Et puis, vous avez vu dans la session qu'on a quand même, et c'était une des préconisations de la mission, mise en place une revalorisation des rémunérations substantielle des assistants familiaux, puisque ça représente une enveloppe d'1 million d'euros par an pour le département. Donc, on fait quand même un certain nombre d'efforts, et je pense qu'il faut le souligner. On a la création, et c'est dans le cadre de l'évaluation aussi, on a créé un poste à la DROMS, notamment pour le suivi des MEX et des établissements ASE, et on fait régulièrement des enquêtes administratives sur ces établissements. Il y a également le recrutement d'une infirmière en pratique avancée en santé mentale qui vient en plus de ces postes. Et puis, nous avons également créé pour l'ASE 2 postes de référents ASE handicap qui sont là, eux, pour le moment, dans la partie diagnostic et qui, après, feront un suivi. Donc, vient s'ajouter tous ces petits dispositifs qui paraissent être pris les uns après les autres, très petits peut-être, mais additionnés, ça représente quand même une action concrète et des éléments concrets d'avancée pour essayer d'avoir une prise en charge la meilleure possible de nos enfants. Juste pour souligner quand même, et pour vous donner un chiffre, qu'on a beau essayer beaucoup d'efforts, juste pour vous dire que la CRIP, en 2022, a traité 2287 informations préoccupantes, dont 50% ont découlé sur une évaluation, donc ça fait presque 1200 évaluations. Et pour vous donner un ordre de comparaison, au 31 décembre, la MDE 2022 accueillait 91 mineurs. Aujourd'hui, c'est 132. Donc, on fait ce qu'on peut, mais je veux dire, à un moment, on est un peu dépassé par des chiffres qui sont avec des progressions exponentielles. Bien, merci. Donc j'avais Hugues Saury, Francis Kamal, Christine Tellier et Dominique Tripet dans l'ordre. Pardon ? Francis d'abord ? Francis Kamal d'abord. Alors, Monsieur le Président du groupe laisse sa place. Merci, Monsieur le Sénateur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je voudrais faire une petite intervention sur ce que le Président a présenté dans son discours d'introduction sur les gens du voyage. Tout d'abord, vous remercier celles et ceux qui ont témoigné de leur soutien auprès des élus du Giennois. Nous avons enregistré à peu près 250 maires qui se sont associés aux remerciements sur le hashtag Soutien Nevois qui a été initié par l'Association des maires du Loiret. Merci, Monsieur le Président, à titre personnel, merci pour votre soutien et votre présence sur le site, parce que vous êtes venu à plusieurs reprises et vous avez passé du temps avec nous. Et merci pour toutes les démarches que vous avez également initiées auprès de Madame la Première ministre. Moi, je voudrais juste vous dire que ça a été une période très difficile pour les élus du Giennois. Je pense que vous l'avez observé. Le Giennois a fait beaucoup parler de lui au mois de mai dernier, puisqu'il a été le théâtre de la Convention Vie et Lumière. Convention que nous avons l'habitude d'accueillir depuis 1987 et qui ne pose pas de problème en dehors de cette année
puisque nous avions pour habitude de les recevoir à 20 000, et cette année, ils sont arrivés à 40 000. Là où c'est compliqué, c'est que nos infrastructures ne sont absolument pas adaptées, qu'elles soient routières ou autres. Elles ne sont pas du tout adaptées pour accueillir autant de personnes. Et là où c'est également compliqué, c'est que Nevoy est à moins de 5 km du centre nucléaire de production électrique et que personne ne réagit, que l'État laisse faire, qu'on nous dit que ça ne se passe pas si mal que ça, en fait. Mais oui, ça ne se passe pas si mal que ça, il n'y a pas de drame. Est-ce qu'on attend un drame pour que l'État réagisse et prenne sa responsabilité? Les services de l'État dans le département ont été à nos côtés. Ils ont fait vraiment, que ce soit Madame la préfète ou le sous-préfet de Montargis, ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens qui sont les leurs, mais des moyens limités. La seule qui est aujourd'hui en capacité de prendre des mesures, non pas pour interdire, mais pour maîtriser, contrôler, assurer la sécurité, c'est Madame la Première ministre. Et aujourd'hui, malgré nos sollicitations, malgré votre sollicitation, Monsieur le Président, nous n'avons aucune réponse. Et c'est affligeant, ce mépris du gouvernement à l'égard des élus locaux en général et du Giennois en particulier sur cette situation. On a pour habitude de dire que les élus et les maires en particulier sont à portée de baffe, et là je peux vous assurer que nos concitoyens dans le Giennois ne comprennent pas. Et le premier interlocuteur qu'ils vont voir, c'est le maire de Nevoy ou le maire de Gien, en leur disant « Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ?» Alors, il ne faut pas se méprendre. Je ne stigmatise pas la population des gens du voyage. C'est une population que je connais bien pour les connaître depuis 1987. Mais dans les conditions de ce rassemblement, nous ne sommes pas en capacité d'assurer et la sécurité des pèlerins et la sécurité des Giennois. 40 000 personnes concentrées sur un camp, c'est simplement inadmissible. C'est d'un autre monde, c'est d'un autre temps. Donc, aujourd'hui, nous attendons la réponse de Madame la Première ministre qui tarde à venir. Ça fait 1 an qu'on l'a sollicité, on l'a ressollicité régulièrement, et j'en profite pour remercier les parlementaires, alors une partie des parlementaires qui sont intervenus auprès des différents ministères. Hugues Saury et Jean-Pierre Sueur principalement, mais aucun retour. Hier matin, nous avions un rétexte organisé à la préfecture à l'initiative de Madame la préfète. Et à cette réunion était invitée l'association Vie et Lumière. Elle était représentée par son président, son secrétaire général et l'organisateur des conventions, le pasteur Charpentier. Et puis le service de l'État et la gendarmerie, les pompiers et 2 élus, Jean-François Darmois, le maire de Nevoy, et moi-même. Donc après avoir fait un tour de table, et chacun a décrit, et le département, pardonnez-moi, a été représenté aussi par les services du département, service des routes notamment, qui représentait Hervé Gora et le président. Après avoir fait un tour de table, chacun a pu s'exprimer sur les difficultés rencontrées, sur les nuisances, etc. Et lorsque nous sommes arrivés autour des dirigeants de l'association Vie et Lumière, ils nous ont fait part de leur surprise et de voir qu'on était assez mécontents de cette organisation, alors qu'eux l'avaient trouvée plutôt réussie. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'a pas en fait le même retour, on n'a pas la même approche de la situation. Et moi, ce que je crains, c'est que l'association Vie et Lumière ne prenne pas conscience des risques qu'elle prend pour sa population, pour la population giennoise, et qu'elle continue à organiser des événements de ce type-là avec de plus en plus de monde sur un site qui n'est pas du tout adapté. Ils viennent de faire l'acquisition d'un chapiteau, très très grand chapiteau, qui va pouvoir accueillir plus de pèlerins dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc ça va être la nouvelle attraction. Il y a dans la balance le deuxième rassemblement, puisque on a demandé à ce qu'il n'y ait pas 2 rassemblements, qu'on nous laisse souffler un peu. Et aujourd'hui, donc, aucune réponse de l'État, bien entendu. Et hier soir, j'avais une information selon laquelle tout était prêt pour le deuxième rassemblement
Hanevois et Agiens début septembre. L'association Vie et Lumière s'est mise en ordre de marche pour l'organiser. Et ce qui m'inquiète réellement, c'est qu'on nous dit, on ne sait pas du tout combien de pèlerins seront accueillis sur le terrain. En mars dernier, lorsqu'on a fait la préparation du rassemblement du mois de mai, on nous a dit on aura 15 ou 20 000 pèlerins. On est arrivé à 40 000. Certains pèlerins avec qui on entretient de très bonnes relations nous disent mais non, mais on sera au moins 50 000 au mois d'août. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mes chers collègues, 50 000 pèlerins, ça fait un peu plus de 11 000 caravanes sur un terrain de 130 hectares. Au sein d'un bassin de 25 000 habitants, à 5 km d'un centre nucléaire, enfin d'une centrale nucléaire, dans des conditions climatiques qui risquent d'être particulièrement difficiles, avec la sécheresse, etc. Je ne sais pas si ça se passera et si ça se passera bien, mais si demain il y avait un accident, l'État, bien sûr, engagerait sa responsabilité, mais je pense que nous, élus locaux, on sera aussi particulièrement inquiétés. Donc aujourd'hui, j'en appelle à la responsabilité de l'État pour qu'il mette tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas ce deuxième rassemblement à Hanevois et Agiens, et qu'on contrôle davantage le nombre de pèlerins que l'on peut accepter sur le site de Hanevois. Encore une fois, il n'est pas question d'interdire, mais simplement de contrôler et de maîtriser. Et je terminerai juste par... nous sommes tous confrontés, à un moment ou à un autre, par des obligations lors d'organisation d'événements, obligation d'effectifs, de seuil. Vous organisez un festival, on vous dit « Ok, très bien, mais attention, la jauge s'étend ». Vous organisez une manifestation sportive, la jauge s'étend. Quel que soit l'événement que l'on organise, qu'il soit privé, sur le domaine privé ou sur le domaine public, on est tenu à des jauges. Là, on n'a aucune obligation, aucune contrainte qui n'est faite auprès de la population, de la communauté des gens du voyage. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je suis désolé d'avoir été long et un peu ému parce que ça a été particulièrement éprouvant et je ne sais pas dans quelles conditions ce deuxième rassemblement se fera, mais j'ai vraiment de grandes craintes puisque les tensions se font de plus en plus fortes entre la population, la communauté, les commerçants et les élus. Merci de votre attention. Merci. Nous partageons, je pense, tous cette inquiétude pour le Giennois, effectivement. C'est une situation très, très compliquée. Et puis moi, je dirais même, il y a un problème de salubrité publique, clairement. On voit bien, l'État est parfois exigeant avec les particuliers, mais alors là, on ferme les yeux sur tout ce qui se passe autour, dans le camp et autour du camp, en termes de salubrité publique et puis de sécurité aussi, tout simplement. J'ai pu le constater. Bien, merci pour ton intervention. Et puis, en espérant que là-haut, je dirais, au ministère, chez Madame la Première ministre, on nous entende vraiment. Hugues Saury. Merci, Président. Si vous le permettez, je voudrais réagir à un certain nombre de choses qui ont été dites dans les différentes interventions de ce début de session. D'abord sur la HATVP, je ne pouvais pas être là tout à l'heure, mais en écoutant mes collègues, j'ai compris que le ton avait été largement donné sur le caractère rigoureux et parfois même sévère de cette institution et la complexité des déclarations. Alors, je voudrais juste rappeler que ce n'est pas uniquement le législateur qui est responsable. Les dispositions de la HATVP résultent d'une loi de 2013. C'était alors une majorité de gauche. Et je pense que c'était une bonne loi parce qu'effectivement, il fallait légiférer pour cadrer un certain nombre de choses. Mais la loi ne dit pas tout, même si cette loi du 11 octobre 2013 est assez précise. Ce qui pose problème, comme souvent, c'est l'interprétation de la loi par les services et qui veulent aller toujours plus loin. Effectivement, quand on dit dans la loi qu'il faut comptabiliser les véhicules à moteur et qu'on vous relance parce que vous avez un scooter, par exemple, bon, c'est certes un véhicule à moteur, mais d'un point de vue du patrimoine, je ne suis pas certain que dans une déclaration de patrimoine, cela ait une grande importance.
Je pense que comme souvent on est allé beaucoup trop loin, on est passé d'un excès à un autre excès, et il me semble que la HATVP et les enquêtes qui sont faites, puisque ce sont de véritables enquêtes, sont nécessaires, mais qu'on on va au-delà, me semble-t-il, de ce qui est raisonnable. Sur la désertification médicale, je vous remercie de m'avoir cité, Président. Effectivement, c'est un véritable problème, et je suis convaincu, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, que le seul moyen de sortir de cette situation, c'est d'être un peu plus contraignant. Et il y a un certain nombre de professions, avant d'être élu, il se trouve que j'avais des responsabilités au syndicat des pharmaciens. Et je me souviens que j'avais toujours des difficultés à répondre aux gens qui ne comprenaient pas le fait que des pharmacies ne puissent s'installer partout. Et j'avais beau expliquer que cela résultait d'une situation d'avant-guerre, d'avant la Seconde Guerre mondiale, où il y avait des pharmacies dans les centres-villes qui étaient parfois, dans tous nos centres-villes, dans la rue principale, il y avait 3 ou 4 pharmacies, il n'y en avait pas dans les villages, et c'est pour avoir une répartition démographique qu'un numerus clausus installation a été créé. J'imagine que mes confrères pharmaciens de l'époque ont dû beaucoup râler, ça n'a pas dû leur plaire. N'empêche qu'aujourd'hui, il n'y a pas de désert pharmaceutique, alors qu'il y a des déserts médicaux, et je pense que de dire, comme on l'entend de la part de médecins, ça ne peut pas fonctionner sans autre argument, alors que pour l'instant, on le voit bien, le système ne fonctionne pas, n'est pas un argument suffisant. Et puis finalement, il y a énormément de professions qui sont dans cette situation-là. Si on est enseignant, si on est militaire, si on est pharmacien, on est obligé d'aller dans des endroits qu'on n'a pas forcément choisis. Et donc, je pense que la médecine étant un service public délégué, concédé à un réseau privé, je pense qu'il y a une obligation de maillage du territoire, et il me semble, pour ma part, que la seule solution est d'aller vers un numerus clausus d'installation qui peut être plus ou moins souple d'ailleurs, c'est pas forcément à vie, mais obliger les jeunes médecins à aller passer quelque temps dans des lieux où il y a carence de médecins. Le troisième sujet que je voulais évoquer, c'était bien sûr les gens du voyage. J'ai écouté avec beaucoup d'attention notre collègue Francis, qui est affecté en premier lieu par ce sujet. Je voudrais juste dire que, je ne vais pas être long, mais juste témoigner qu'avec mes 2 collègues sénateurs et particulièrement Jean-Pierre Sueur, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. On a rencontré à plusieurs reprises Elisabeth Borne, on en a parlé à Christophe Béchu, à Dominique Faure, à Gérald Darmanin. Pour ma part, membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, j'ai souvent des contacts avec Sébastien Lecornu, puisque le terrain alternatif pourrait être un terrain militaire. Et donc, quasiment à chaque fois que je le vois, je lui parle de ce sujet. On nous répond gentiment, je serais tenté de dire oui, on y travaille, mais on voit bien qu'il n'y a pas de volonté réelle de trouver une solution. Et je pense qu'il n'y a pas une volonté réelle, parce que là où il y a, pardon du mot, un emmerdement, on n'a pas envie d'en faire un deuxième. Personne n'a envie d'avoir 20 000 personnes, et il y a eu une époque où il y avait un accord. Il y avait un accord notamment avec Manuel Valls. Il y avait eu un accord pour que le deuxième rassemblement soit dans un autre département. Il a été en Haute-Marne et dans différents endroits. Mais probablement, il y a des pressions contraires qui font qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver un second endroit. C'est gravissime. C'est gravissime parce que je pense que nos gouvernants ne se rendent pas compte du risque qui existe inhérent à ce rassemblement. Toujours quand je m'occupais des pharmaciens, je me souviens d'une épidémie de méningite cérébrospinale qui avait eu lieu au sein du campement, au sein du terrain, où il n'y avait pas 40 000 personnes à l'époque, mais peut-être 15 000. Et il y avait eu les pires difficultés pour trouver les traitements. Et à une époque où il y a des pénuries de médicaments et notamment d'antibiotiques, je n'ose imaginer ce que serait une épidémie de méningite, même si aujourd'hui il y a des vaccins qui existent, mais je ne suis pas certain que les voyageurs soient tous vaccinés contre la méningite, et dans la population il y a finalement très peu de gens qui sont vaccinés contre cette affection. Je n'ose imaginer quelle serait la difficulté à avoir une épidémie de ce type les gens partiraient, dissémineraient le virus ou la bactérie, et donc ça serait absolument gravissime.
Alors, ce que je voulais dire également, pour répondre à Hélène par rapport au PDL, HPD, je tiens à sa disposition la liste. Elle n'a pas dit exactement quel était le sujet, mais je tiens à sa disposition la liste des actions qui sont effectuées par la DIL sur ce sujet. Et je pense que même si tout est améliorable, je pense que les retours que nous avons montrent qu'il y a une véritable efficacité par rapport à ce sujet. Et puis, alors, j'ai bien regardé le petit film, mais je ne sais pas ce qu'est Ortiz et Pitoche, et donc j'en déduis que je ne suis pas un Loiretain. Orleans. Pardon ? Orleans. Orleans. Yes. Ah, Orleans. Ah, ok. Et Pitoche. Pitoche. Oh. Et Montard. Oh. Ok. Bien, merci. Voilà. Bon, j'avais d'autres choses à dire, notamment j'aurais aimé dire un mot, si vous le permettez, Président, sur le zéro artificialisation net, puisque vous me demandez dans ces sessions de parler des lois qui ont une incidence sur notre territoire. Rapidement, la loi climat et résilience, qui n'est pas une loi récente, puisqu'elle date du 22 août 2021, et il y a un volet dans cette loi qui concerne le zéro artificialisation net qui génère une véritable levée de bouclier des élus. C'est vraiment cette loi un cas d'école de l'incapacité de l'État à faire simple, à faire clair et à faire précis. Parce que le point de départ, tout le monde était d'accord sur tous les bancs des assemblées. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut lutter contre l'artificialisation des terres, respecter les terres agricoles et faire en sorte que la ville, au sens générique, ne gagne pas sur la campagne. Mais ça a été fait de telle façon et les décrets ont été tels que ça devient impossible à appliquer et on est dans un excès complet puisque la loi actuellement prévoit par exemple que les jardins des particuliers soient considérés comme artificialisés. La loi prévoit que les grandes infrastructures nationales, les autoroutes, les centrales nucléaires, etc., soient imputées aux communes où siègent cet équipement. C'est parce que je suis trop long, ça fait gling gling gling, etc., etc. Et donc ça, c'est pas possible. Et donc il y a une proposition de loi qui a été déposée et adoptée par le Sénat à une très large majorité, qui est en cours de discussion aujourd'hui même à l'Assemblée nationale en commission et qui passera dans l'hémicycle pour rééquilibrer un certain nombre de choses et permettre finalement de concilier à la fois une économie de surface et en même temps permettre le développement de nos communes. Et je crois que c'est vraiment indispensable, de la même façon qu'il serait indispensable d'avoir enfin des lois qui soient appliquées telles qu'elles sont votées à l'Assemblée et pas telles qu'un certain nombre d'administrations les voient après décret d'application. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci. Je pense que c'est important de faire un point sur ces fameuses ZAN. Dans le département du Loiret, quelques maires m'ont alerté pour me dire ça y est, on n'a plus le droit de construire. Voilà, la commune, elle a cette dimension, elle gardera cette dimension, 100 habitants, moins de 100 habitants, c'est quand même terrible. Donc j'avais dans les interventions Christine Tellier, Dominique Tripet, Christophe Chailloux. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Alors, j'ai 2 points à aborder, mais en amont, une fois n'est pas coutume, je vais dire que je suis d'accord avec Monsieur Saury en ce qui concerne le numerus clausus installation. Parce que je pense qu'il y a déjà longtemps qu'un ministre de la Santé et qu'un gouvernement auraient dû avoir le courage de mettre cela en place. Nous n'en serions pas là aujourd'hui, d'une part. Et ensuite, lorsque j'en parle à des médecins généralistes, certains pourraient être d'accord à condition, disent-ils, d'avoir les moyens de l'installation. Or, on sait très bien que des moyens de l'installation, tout le monde essaie d'en donner. Finalement, je me dis que si ces moyens étaient conditionnés par ce numerus clausus d'installation, ce ne serait pas pure perte, il n'y aurait pas concurrence pour passer d'une ville à l'autre et ramasser la prime. Donc, je crois que c'est urgent de mettre ça en place, en les rassurant en effet que dans ce cadre-là, des moyens d'installation et un accompagnement puissent être donnés. Ça changerait, je crois, la donne. Bon, mis à part ce petit point pour continuer le débat entre nous, je voulais dire que les derniers mois ont été marqués par nombre d'événements, dont l'élaboration du programme régional de santé et les conséquences du dérèglement climatique avec la sécheresse qui frappe notre département comme tant d'autres.
Ces deux points peuvent sembler de niveaux bien différents. Ils ont pourtant en commun leurs effets sur l'avenir de nos concitoyens et concitoyennes et nous mettent au défi de l'intérêt général, quelle que soit notre tendance politique. Le premier point, c'est l'avis du département sur le programme régional de santé. Il a été présenté en commission de mai pendant la période de consultation réglementaire, mais n'a donné à aucun lieu, en aucune façon, à une réunion de concertation préalable dans les commissions concernées pendant toute la période de concertation qui allait de février à fin avril. Je le regrette. De même, l'analyse du PRAPS, Programme régional d'accès à la prévention et aux soins pour les personnes les plus vulnérables, n'est pas partagée, alors même que les populations cibles entrent très largement dans les compétences du conseil départemental. Je remercie Christian Braud d'avoir décidé d'une réunion à ce sujet en juin, suite à ma demande, mais voudrais tout de même souligner cette carence de méthodologie, méthodologique et politique. Vous disiez, Monsieur le Président, qu'il fallait savoir dépasser nos tendances politiques et nos désaccords pour avoir une construction, pour être constructif pour l'intérêt général. Voilà encore un exemple dans lequel de la concertation préalable aurait pu être extrêmement intéressante. À propos du PRAPS, et puisque j'ai appris, vous nous apprenez que le schéma départemental pour les gens du voyage est retiré de l'ordre du jour, ce qui est un peu injuste pour la population qu'elle concerne, mais je comprends que c'est pour vous un bras de fer avec l'État. Et je partage le fait que ne rien faire et ne pas réguler, c'est très dangereux pour la santé, comme pour une représentation des conflits potentiels. Il y a des facteurs qui deviennent assez inflammables si on ne prend pas la précaution d'encadrer et de réguler, d'autant qu'en plus ça va être une bonne occasion pour certains de les détester un peu plus, alors que ça n'est pas vraiment le sujet in fine, comme le disait Francis Kamal. Alors sur le PRAPS, c'est les gens du voyage. Et sur le schéma, puisque je n'aurai pas l'occasion d'en parler, je voudrais dire que lors du conseil départemental consultatif, et pour lequel nous avons reçu le document final, donc il n'était pas possible d'intervenir avant, j'ai proposé 4 modifications du schéma, 2 compléments et 2 amendements. Les 2 compléments concernaient la culture, la mémoire culturelle et historique des gens du voyage et les pratiques artistiques. Il a été intégré, je vous en remercie. Le deuxième, je m'étais étonnée qu'il jamais ne soit mentionné dans ce schéma la question des personnes porteuses de handicap, enfants ou adultes, et des personnes âgées. Cela a été ajouté, je vous en remercie. Par contre, j'avais demandé une modification, puisqu'il y avait d'inscrit réflexion sur l'opportunité de la création d'un temps infirmier, et que nous avions débattu de cela en conseil pour dire que non, ce n'était pas une réflexion, c'était une nécessité, d'autant que cette création n'entacherait pas, je le dis tout de suite à Madame Martin, les deniers du département. D'autant plus que dans le PRAPS, il est inscrit noir sur blanc, peut-être si on avait eu le temps de l'étudier, on aurait pu s'en savoir, que l'une des priorités de la feuille de route du Loiret, c'est de proposer le financement de temps infirmier pour les gens du voyage, afin de faire l'aller vers en bus itinérant sur la base de l'évaluation de l'expérimentation mise en place dans l'Indre-et-Loire. Donc, le PRAPS prévoit déjà le financement de ce temps infirmier. Je trouverais donc, puisqu'on ne le vote pas aujourd'hui, vraiment très intéressant que vous puissiez modifier la formulation du schéma des gens du voyage et écrire création d'un poste infirmier. Ça répondrait à beaucoup de situations délicates, dont celle évoquée par M. Saury. Il y avait une dernière modification. Il était aussi question de la réflexion sur un bus itinérant. Je sais que Mme Martin s'est interrogée sur la redondance avec le bus France Service. J'ai expliqué alors que ça n'était pas le cas. D'abord parce que dans ce bus itinérant, il y aura l'infirmière, mais aussi toute l'équipe éducative et sociale qui fait de l'accompagnement et qui va faire la passerelle pour aller vers le droit commun
que seront France Services et apporteront, le cas échéant, un apport et une connaissance des gens du voyage auprès de France Services. Donc là aussi, j'avais demandé à ce que, plutôt qu'une réflexion, on indique la création ou la mise en place d'un bus mobile. Voilà, c'est l'aparté, vous m'en excuserez si je suis un peu longue, mais puisque nous n'aurons pas l'occasion d'en parler plus tard, je voulais tout de même partager cela avec vous. Alors, si on revient sur le PRAPS et le PRS, je pense que c'est vraiment important pour tous les élus, je dis bien, et pas que les services, de saisir l'importance de ce schéma pour orienter les politiques départementales. En particulier, pour le département, la responsabilité de la prévention est prioritaire. Et oui, j'y reviens, Monsieur le Président, parce qu'en dehors des aspects régaliens de la santé et de l'ARS, il est bien évident que le département est un acteur particulier essentiel qui, outre ses compétences de PMI, est le chef de file de 70% des facteurs de notre santé qui sont sociaux. Je manquerai jamais d'insister sur ce sujet à chaque fois, quand bien même ce serait répétitif, puisque, ayant déjà sollicité l'élaboration d'un schéma départemental de prévention et que le principe en semblait acquis, il est resté lettre morte. Je redis qu'il y va de la qualité de la vie des familles, qu'il y va aussi de la prévention de situations humaines catastrophiques, donc des dépenses à venir beaucoup plus importantes que les investissements qui pourraient être faits aujourd'hui. Si le bien-être des femmes et des hommes d'aujourd'hui et de demain est bien évidemment la raison première de notre engagement, c'est aussi une gestion de bon sens, des dépenses justes et volontaristes maintenant pour économiser demain. Bien sûr, les résultats ne seront effectifs qu'à moyen et long terme pour la plupart des dispositions, mais cela demande de dépasser la durée du mandat et donc les prochaines élections. Bien sûr, on peut avoir à prendre des décisions de financement pour dans 5, 10, 15 ou 50 ans. Oui, mais est-ce que ce n'est pas ça l'intérêt général ? Le département a toutes les raisons, les bonnes raisons, d'investir dans une politique globale et coordonnée de prévention, planifiée, programmée et co-construite avec les acteurs. Deuxième point, la sécheresse. La sécheresse et le manque de précipitations sont un autre sujet d'inquiétude en France et dans notre département. À ce jour, 3 bassins versants ont franchi le seuil de crise et d'autres sont en alerte renforcée. Face à cette situation, le département a choisi de réagir et de s'engager dans une démarche de réutilisation des eaux issues des stations d'épuration appuyée par le CEREMA. Si cette récupération d'eau usée traitée est assurément à encourager et à développer, à l'image de ce qui se pratique dans les pays du sud de l'Europe, elle ne peut pas constituer l'unique réponse, il n'y en a jamais une unique réponse d'ailleurs, au manque d'eau qui devient chronique. L'autre volet indispensable en termes de politique de l'eau est la réduction de la consommation. Or, en dehors des individus, c'est le secteur agricole qui concentre l'essentiel de la consommation, de l'ordre de 70% du total pour notre département. C'est donc sur la diminution des consommations agricoles que doit se concentrer une partie de l'effort. La nouvelle convention que nous allons nouer avec la Chambre d'agriculture, il me semble, aurait pu faire de cet objectif de réduction de la consommation un axe central, avec des objectifs quantitatifs de court et long terme et un accompagnement personnalisé des agriculteurs pour les aider dans cette démarche. Ce n'est malheureusement pas le cas. De la même façon, le conseil départemental est absent des stratégies de recherche portées par exemple par l'INRAE qui visent à développer des variétés de plantes résistantes à la sécheresse ou des techniques d'irrigation de pointe limitant les quantités d'eau prélevées dans le milieu naturel. Nous demandons donc à notre collectivité d'avoir une approche globale et équilibrée sur la question de l'eau, incluant à la fois la réutilisation des eaux usées, mais aussi des objectifs précis et échelonnés dans le temps de réduction, de réduction des consommations d'eau. Et en disant cela, nous ne souhaitons pas stigmatiser les agriculteurs. Nous pensons que c'est une démarche collective, qu'il faut les aider, qu'il y a des formations, il y a des outils, comme par exemple l'irrigation ciblée, il y a des outils, etc., qu'il y a un certain nombre de choses et que ça devrait être une priorité de les aider, les accompagner dans cette démarche pour qu'il y ait moins de consommation d'eau
par l'agriculture. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, donc une intervention très longue, je ne reprendrai pas point par point. À moins que sur le PRS, peut-être que Laurence pourra peut apporter des précisions. Sur les gens du voyage, le schéma a été adopté par un certain nombre d'intercommunalités déjà, donc difficile d'y retoucher. Simplement bien préciser que le département cofinance à égalité avec l'État le poste de médiateur départemental. Mais après, on entend bien qu'il peut y avoir des réflexions sur un bus itinérant, pourquoi pas. Sur la prévention, oui, on mène beaucoup d'actions de prévention, mais peut-être qu'effectivement, je vous avais répondu à cette occasion à votre question. Peut-être qu'il faudrait à un moment dire, oui, alors qu'est-ce qui est du ressort de la prévention, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais on a beaucoup d'actions qui s'additionnent les unes aux autres. Peut-être qu'il faudrait compulser à avoir une vision globale. La sécheresse, l'agriculture, j'y reviens pas trop, mais peut-être que Jean-Luc en dira 2 mots dans son intervention sur son rapport, notamment sur les conditions d'aide. La région impose des conditionnalités pour les aides qui vont dans ce sens-là, dans le bon sens de l'économie d'eau, parce que je ne vais pas faire le détail, mais sur des outils qui se permettent d'économiser de l'eau. C'est pas forcément au niveau de l'irrigation, ça peut être du binage. Enfin bref, il y a tout un tas de techniques. Moi, je peux vous témoigner là-dessus, je peux en témoigner. Ça évolue dans le bon sens, et la nouvelle PAC qui impose aussi la diversification. Donc, je pense qu'on avance dans le bon sens à ce niveau-là. Bien, donc je passe Laurence sur le PRS, peut-être que tu as des informations sur la concertation. Ce dossier nous a été présenté lors de la dernière commission. J'en ferai un point un tout petit peu plus détaillé demain dans le rapport et la présentation de tout ce qui touche à la santé au niveau du département. Mais effectivement, on avait des délais très contraints. Et donc, c'est passé dans les services. Ça nous a été présenté en commission. En tous les cas, nous l'avons eu sur le mois de juin pour effectivement avoir un dossier qui a, en tous les cas, eu un avis favorable. Bien, donc j'ai Christine Tellier, Dominique Tripet, et puis Christophe Chaillot ensuite. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je vais essayer de ne pas être redondante et puis à peu près structurée dans mon intervention et vous dire que si nous partageons certaines de vos analyses, je pense qu'il manque quand même des points essentiels sur 2 réformes qui, certes, n'ont pas été décidées par le département, mais par l'État et qui vont impacter le département. Et je parle là de la réforme des retraites et de la réforme du chômage qui, à un moment donné, va impacter de toute façon le RSA. Ce gouvernement a décidé de voler, je suis désolée, 2 années de vie aux salariés et demande toujours aux salariés des cotisations alors qu'il y avait d'autres moyens pour financer les retraites. Vous le savez, et je vais le dire très brièvement, s'attaquer à la fraude, c'est 80 à 100 milliards d'euros qui seraient rentrés dans les caisses de l'État. Arrêter les aides directes aux entreprises sans retour et sans contrepartie, c'est 160 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, 4 milliards d'euros. La véritable égalité femmes-hommes au niveau des salaires, c'est 6 à 8 milliards d'euros, c'est quand même pas rien. La taxation des revenus financiers, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier cela. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant aussi là-dessus et que ça va impacter, je suis désolée, 2 années de plus. Ça va être 2 années de plus où on va se retrouver avec des personnes qui n'auront pas leurs annuités pour partir à la retraite. C'est aussi en ce moment de gros indicateurs au niveau des CCAS et des indicateurs en rouge pour nous dire que d'abord les moins de 25 ans sont dans la précarité grandissante. Les moins de 25 ans n'ont pas le droit au RSA. Je me permets de rappeler qu'avec Mathieu, nous insistons pour qu'il y ait une expérimentation pour le RSA pour les moins de 25 ans à partir de 21 ans, puisque normalement le pari a été repoussé jusqu'à 21 ans, et c'est bien. Et pour le coup, qui permettrait de ne pas laisser ces jeunes en grande précarité et avec des fois des choix qui ne sont pas des choix. Peut-on dire de la part de jeunes femmes de moins de 25 ans que avoir un enfant pour pouvoir être autonome, c'est un choix, ou alors pour d'autres de se prostituer ou de sombrer dans la délinquance, et vous savez exactement ce que ça peut signifier. Et puis pour des personnes plus âgées, parce qu'on nous parle toujours de l'emploi des seniors, et on sait bien que l'emploi des seniors, c'est aussi une réalité, qu'ils ne retrouvent pas d'emploi. Ils ne vont pas être embauchés. Vous pourrez faire toutes les aides possibles et imaginables. Pour ceux qui vont être au chômage, ils vont se retrouver à un moment donné au RSA parce que de toute façon, ils ne seront pas employés. Et donc 2 années de plus, ça veut dire 2 années de plus pour subir cette situation et pour se retrouver avec des départements qui vont derrière se retrouver avec des RSA
à verser, et pour cause. On ne va pas laisser les personnes dans cet état de fait. Et moi, je voulais aussi dire là, puisque je parlais tout à l'heure de la fraude, que nous avons une commission des fraudes au RSA, mais nous n'avons pas de commission de non-recours au droit. Et pourtant, le plan pauvreté nous dit que c'est environ 30% de la population qui ne demande pas leurs droits. Je me permets ici de le rappeler, et je pense que nous devons encore une fois nous atteler à ça. Il y a aussi un souci, et moi je veux pas me résoudre à entendre que les lignes ferroviaires ne pourraient pas être ouvertes, que ce soit celle entre Orléans-Châteauneuf, que ce soit celle entre Orléans-Chartres, que ce soit celle entre Orléans-Gien, et même, pourquoi pas, Orléans-Montargis. Nos territoires ont besoin absolument, et vous l'avez souligné, Monsieur le Président, de pouvoir avoir effectivement des transports et des usagers qui puissent se rendre d'un point à un autre, mais pas que pour le transport des usagers, pour le transport du fret. On parlait des routes, etc. Le fret, c'est aussi des camions, et c'est aussi des camions qui, passent. Et à terme, nous avons nos routes qui ressemblent à ce que donne le passage de milliers de camions chaque jour sur nos routes. Donc voilà, je ne veux pas me résoudre à ça. Je pense que nous devons continuer à demander et à faire que ces lignes puissent être réouvertes à un moment donné. Nos concitoyens ont besoin de se déplacer. Ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir une voiture. Et en même temps, ceux qui ont des voitures, ils n'ont pas forcément les moyens d'en changer pour avoir des voitures, entre guillemets, moins polluantes. Donc voilà à ce sujet-là. Nous avons une inquiétude sur l'emploi. Je pense que Monsieur Lévy pourra peut-être me reprendre ou pas, mais peu importe. Enfin, quand nous apprenons que 170 emplois sont menacés du côté du Jensen, nous avons une grosse inquiétude. Ça veut dire que ça menace aussi la survie de cette entreprise. Ça veut dire aussi que c'est un bassin d'emploi qui est déjà sinistré. Je crois que ce n'est pas la peine d'en rajouter. Mais en tout cas, tout ça, ça fragilise effectivement la vie de nos concitoyens. Le département se doit aussi défendre les services publics. Comment voulez-vous que nous ne nous inquiétions pas, comme par exemple sur notre comptant, mais pas que. Nous avons la Poste qui diminue encore et toujours ses heures d'ouverture, et on sait qu'il commence à diminuer les heures d'ouverture pour ensuite les supprimer. C'est la Poste de Dunois, d'Ormes, des Blossières, et puis celle des Aides qui a fermé. Et puis nous avons des inquiétudes aussi sur d'autres territoires, celle de nos gens sur Vernisson, où nous avons des usagers qui sont montés au créneau, celle de Saint-Jean-le-Blanc qui du jour au lendemain est fermée avec une simple affichette, fermeture exceptionnelle, sauf que l'exception, c'est chaque semaine, et chaque fin de semaine d'ailleurs. Donc imaginez les personnes qui travaillent, qui ne doivent venir que le matin, et qui en plus prennent sur leurs heures, et se retrouvent à chaque fois avec fermeture exceptionnelle. Donc la défense des services publics. Je le dis, c'est important. Le département qui s'engage sur la santé, oui, Monsieur le Président, nous faisons beaucoup de choses pour la santé. Quand même quelques inquiétudes quand nous avons la fermeture des urgences, par exemple, de l'hôpital de Gien, même si c'est le soir. On sait aussi ce que ça veut dire. Il y a eu la fermeture, et vous le savez encore mieux que moi, de la maternité de Pithiviers. Ce sont encore moins de soins, et moins de soins pour des personnes. Alors, des urgences, on le sait, ce sont des urgences, mais des maternités, c'est aussi derrière des CIVG. Et puis, nous sommes en manque de praticiens. Donc, la gynécologie médicale, ça a disparu carrément du paysage. Les gynécologues obstétriciens sont tous surbookés. On s'est retourné vers les sages-femmes qui, elles-mêmes, se retrouvent maintenant avec énormément de demandes. Et quid du suivi des femmes qui ne sont pas enceintes? Et quid du suivi des femmes qui ne sont pas en période de procréation? Et pardonnez-moi, qui dit pas en période de procréation, c'est simplement la contraception. Et puis des femmes plus âgées, en période de ménopause et autres. Et qui dire du suivi après sur les cancers de l'utérus, sur les cancers du sein, avec des femmes qui ne consultent plus. Elles ne peuvent même pas se retourner vers leur médecin ou des médecins ne peuvent pas les prendre à ce sujet-là, ou alors les délais sont tellement longs qu'elles laissent tomber, comme d'autres, au niveau des soins. Et ces soins retardés, ça veut dire que lorsqu'elles vont se retrouver dans la situation, et malheureusement d'avoir développé ces cancers, au lieu de faire de la prévention, nous serons carrément sur des maladies qui auraient pu être évitées à ce stade-là. Concernant la protection de l'enfance, beaucoup a été dit. Et oui, effectivement, il y a des choses par rapport à ces préconisations, mais n'empêche, on ne peut que s'interroger, par exemple, sur la maison de l'enfance, et en sachant avec tout ce qu'il y a au niveau
propositions d'emploi et autres, de se dire que quand même, il y a un turnover extrêmement grand à la maison de l'enfance. Ce n'est pas bon pour les salariés, c'est pas bon pour les conditions de travail, c'est pas bon pour les enfants qui se retrouvent là et qui ont besoin d'une certaine stabilité. Et puis, on a beaucoup recours à l'intérim, et on sait exactement ce que ça donne sur ces emplois en particulier, à cet endroit en particulier, où il y a besoin d'une stabilité. Je pense que c'est bon pour personne, ni pour les salariés, ni pour les enfants, et que là, peut-être qu'il faudrait qu'on revoie carrément le fonctionnement, même si je sais que beaucoup de choses sont faites. On était dans la mission d'information, on le reconnaît volontiers, mais quand même, ça veut dire que là aussi, il y a encore beaucoup à faire. Et puis, on a un point aussi sur France Travail. Voilà, vous saviez que depuis de nombreux mois et depuis le début de notre exercice, en tout cas, nous avons toujours alerté sur la situation du RSA et des préconisations de l'État qui veut, alors même si le département dit, et je l'ai bien noté, Monsieur le Président, que c'est pas contrainte que coûte pour notre département, par contre, au niveau de l'État, c'est ça. Et pour le coup, le peu de retour qu'on a, en tout cas pour Montargis, il y a une situation, et je l'ai dit, pour les familles monoparentales, majoritairement ce sont des femmes, mais il y a aussi des hommes qui vivent cette situation-là, avec des enfants qui aimeraient peut-être retrouver un emploi, qui aimeraient peut-être participer à ce qui est mis en place, mais qui ne le peuvent pas avec des enfants, et des enfants qui sont à garder. Et il n'est pas question, en effet, de mettre des personnes en plus grande précarité que ces femmes ou ces hommes qui se retrouvent à la tête de familles monoparentales avec des enfants en bas âge. Et puis aussi la grande interrogation sur France Travail, vous le savez, de nombreuses associations et des associations d'insertion et sur le terrain s'occupent du RSA. Et du RSA, maintenant, je ne parle pas des personnes qui sont réemployables rapidement, elles retrouvent du travail, ces personnes, rapidement. Je parle de toutes les autres, où il ne faut pas demander à ces associations d'insertion de remettre au travail des personnes qui peuvent avoir des handicaps lourds ou qui ont besoin d'être encadrées, qui ont besoin qu'on travaille avec elles au long cours, pas sur des mois, moi je dirais pour certaines sur des années, pour pouvoir les remettre dans le monde du travail. Et pas que le monde du travail, vous le savez, il faut aussi la sociabilisation, le logement, etc. Donc moi, France Travail, tel que vu par le gouvernement, c'est pour faire baisser les chiffres du chômage. On sait que déjà, il y a eu 600 000 radiations à Pôle emploi, avec derrière des radiations qui ont été faites comme ça, à sec, sans raison autre. Pour nous, France Travail, si c'est juste pour faire baisser les chiffres, mais derrière, ne pas s'occuper de cette situation-là, attaquer peut-être avec des financements qui vont passer à France Travail, des subventions qui étaient données sur des associations de terrain qui font un bon boulot, mais à qui on ne peut pas leur demander à ces associations de remettre au travail des personnes telles que je vous l'ai indiqué en quelques mois, alors qu'il faut vraiment un travail de fond, ça pour nous, c'est pas possible. Donc vraiment, grande vigilance là-dessus. Voilà, Monsieur le Président, j'en ai fini avec cette intervention à ce sujet-là. Au niveau du petit film, un petit clin d'œil. J'ai vu que la Loiretaine existait maintenant, et c'est bien. Voilà, merci. Bon, très bien. Bon, je ne reprendrai pas tous les points, évidemment. Mais sachez que pour France Travail, en tout cas, je suis impliqué, je m'y suis vraiment impliqué dans ce dossier. Et pour moi, c'est de l'expérimentation, et il y a vraiment la notion d'empêchement légitime qui existe bien. Donc, on sera vigilant, évidemment, mais on doit réussir. Je ne commenterai pas tout le reste, parce que je pense que le temps tourne, l'heure tourne. Christophe Chailloux, et puis je ne sais pas, Thierry, à moins que ton intervention elle peut se cadrer dans une délibération ou pas, c'était plutôt... Bon, alors, donc Christophe Chailloux. Monsieur le Président, mes chers collègues, moi je me contenterai de trois remarques. La première remarque, c'est à la suite de vos propos introductifs, Monsieur le Président. Hélène Lorme a bien voulu réagir, mais je dois dire que je suis très surpris que dans votre propos d'introduction, où vous finalement reprochez un certain nombre de choses aux élus de la minorité qui, en plus, je crois, y compris à travers les interventions qui ont eu lieu ce matin, ont tous montré plutôt de l'ouverture, en saluant les initiatives et en reconnaissant un certain nombre d'efforts qui sont réalisés. Donc voilà, je veux bien, mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que vous n'avez à aucun moment évoqué un sujet qui pourtant va venir là très, très prochainement, qui est le plan ruralité du gouvernement. Alors là, très honnêtement, moi je m'attendais ce matin à ce que vous alliez fortement réagir, puisque la ministre Faure a hier fait part d'un certain nombre de propositions qui vont être annoncées par la Première ministre,
qui vont avoir des impacts très forts, y compris en termes d'engagement des collectivités territoriales. Parce que si on en croit la ministre, il suffirait, je la cite, alors après, sans doute avec toute la prudence qu'il faut peut-être, un maire rural lèvera le doigt et il aura le droit 1, 2, 3, 5 jours, une semaine, 15 jours d'ingénierie pour analyser un projet. Et dès que le projet sera retenu et aura obtenu le label France Ruralité, l'État mettra 40%, le département 20% et la région 20%. Non mais, ça c'est hier au Sénat. Non mais, je le dis parce que la Première ministre va faire une annonce et plutôt que de reprocher aux élus de la minorité, y compris dans la cohérence, de rappeler un certain nombre de propositions, moi je pense que le combat essentiel, c'est plutôt celui de dire, attendez, à un moment donné, il faut, entre les annonces, qui s'expliquent sans doute par cette période particulière, et la réalité, c'est plutôt là-dessus qu'il faut se mobiliser, plutôt que de revenir sur les sempiternelles questions de mobilité, de transport, etc., sur lesquelles, y compris, si mes souvenirs sont bons, à la dernière session, je pense que les interventions ne sont pas vraiment venues de notre groupe, de nos groupes, mais plutôt des vôtres. Et donc de dire que je pense que dans cette période-là, il faut prioriser, Monsieur le Président, me semble-t-il, les combats. Et autant, je pense qu'on partage pleinement ce qui a été dit, y compris par notre collègue maire de Gien, sur la situation extrêmement difficile, inflammable, et souligne d'ailleurs le rôle essentiel des élus locaux qui sont vraiment laissés en toute priorité, qui doivent gérer des dossiers qui sont absolument ingérables. Encore une fois, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on doit être ensemble, mais sur un sujet aussi central, encore une fois, qui est ce plan ruralité qui va être annoncé, qui, dans un département comme l'autre, qui est un département rural, avec aussi une façon très légère de traiter la participation, moi je crois que c'est là-dessus qu'il faut se mobiliser, Monsieur le Président. D'abord, et qu'encore une fois, alors que cette annonce doit être faite, vous ne nous disiez pas, nous devons immédiatement réagir, nous mobiliser, parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Alors encore une fois, voilà, moi je pense que, on a tous conscience qu'on est dans une période un peu particulière, mais il y a des combats qu'on doit mener collectivement, collégialement, et je crois qu'on l'a toujours montré dans cette Assemblée, cette capacité de pouvoir soutenir, d'appuyer, de participer à tout niveau sur un certain nombre d'engagements. Donc voilà, mais il ne faut pas se tromper de combat. Il y a des combats essentiels qui sont à mener, y compris par rapport à l'État. Il y en a d'autres sur lesquels, bon, après on peut faire diversion, et on a bien compris. Et dans cet esprit-là, moi, je voudrais aussi souligner une chose, c'est que, je le disais tout à l'heure, il y a des cohérences de position. Alors vous dites, vous répétez toujours la même chose. Après, je me dis que s'il y a un certain moment où nous avez écouté, notamment sur un certain nombre de recrutements, sur un certain nombre notamment dans certaines structures, où il y a eu des plans. Enfin, c'est pas si vieux que ça quand même, hein, lorsqu'on nous alertions sur les moyens à mettre dans un certain nombre de dispositifs, et quand on nous disait non, c'est pas nécessaire, c'est parce que c'est mal géré et puis il faut réduire, et qu'on voit aujourd'hui que dans l'urgence, dans une situation complexe, parce qu'on est tous conscients, y compris des difficultés de recrutement dans la filière sociale, hein, donc là-dessus, on est bien évidemment tout à fait réaliste et pragmatique, mais encore une fois, peut-être qu'à un moment donné, si des décisions un peu différentes avaient été prises, et notre rôle aussi, mais on le verra à travers les rapports financiers demain, il y a quand même une situation, et tant mieux, qui est plutôt une situation favorable. Et donc, bah oui, moi j'assume qu'il y a des cohérences à un moment donné, que notre rôle, c'est aussi de rappeler des propositions qui ont pu être prises, qui n'ont pas toujours été écoutées, et qui méritent, je crois, plus de considération, me semble-t-il, qu'un propos introductif un peu léger, je trouve, de votre part. Enfin, et c'est dans ce souci de cohérence que je souhaite terminer. Je crois qu'on est tous effectivement conscients, parce que quels que soient les territoires ruraux, urbains, périurbains, sur la question de la présence médicale, et bien évidemment tout à fait conscients des initiatives, des positions des uns et des autres. Mais à un moment donné, il faut regarder les votes. Alors moi, je veux bien que ce matin, on dise il faut y aller, il faut avoir le courage, etc. Mais la proposition transpartisane qui a été portée notamment par Frédéric Valletoux et présentée, Baptiste me disait, par Guillaume Garot au Parlement hier, à l'Assemblée nationale. Mais regardons les votes. Pourquoi cette proposition a échoué? Notamment parce que la grande majorité du groupe LR à l'Assemblée nationale a voté contre. Alors moi, je veux bien que on dise « Ah mais non, mais c'est pour ça que moi j'insiste sur cette cohérence. »
Moi, je veux bien qu'on ait des propos de tribune aujourd'hui pour dire faut y aller, faut etc. Non, c'est la réalité. Si la proposition transpartisane a échoué, c'est aussi parce que la grande majorité des députés LR, pas seulement eux, a voté contre la proposition. Et je crois qu'effectivement, sur ces sujets-là, j'insiste sur ce point, il faut de la cohérence et la volonté de travailler ensemble parce que ce sont des sujets et des défis qui méritent la mobilisation de tous et de toutes de façon ouverte et transpartisane. Bien, en tout cas, comptez pas sur moi pour commenter les positions des députés LR à l'Assemblée nationale. Alors ça, franchement, non, voilà. Donc non, mais bon, en me demandant de prendre une position, ok, dont acte. J'ai cru comprendre que vous disiez que mes propos étaient propos légers plutôt dans mon discours d'ouverture, c'est ça? J'ai pas l'impression de parler, j'ai pas l'impression de brasser de l'air quand même. J'ai l'impression d'assumer mes fonctions et de vous donner mon sentiment profond sur ce qu'on vit aujourd'hui sur nos territoires. Donc voilà, je pense que ça c'est, je l'ai répété. Alors effectivement, après je fais pas de reproche à la minorité. Hein. Je vous cite sur certains propos que vous avez tenus à l'issue d'une manifestation de nos agents, mais pour lesquels j'ai même dit dans la presse, avec Florence, nous avons dit que nous comprenons leur combat. Et d'ailleurs, nous avons encore reçu hier après-midi, on a reçu le syndicat et on a créé, il y a un groupe de travail qui se met en place pour revaloriser leur fonction, leur situation, leur statut. Et donc voilà, je pense que ça avance bien. Et au dire du syndicat Sud, je pense qu'ils sont conscients de l'écoute qu'ils ont de la part de l'exécutif départemental. Donc on avance, pas forcément sans beaucoup de bruit, mais ça avance plutôt bien. Voilà, donc après dire que quand je parle de la mobilité, c'est parce que c'est un sujet qui revient constamment en zone rurale, que vous allez certainement apprendre à découvrir avec la rencontre des maires, qui va certainement se faire au cours d'un marathon qui va durer peut-être jusqu'à fin septembre. Mais vous verrez l'alerte qu'ils vous diront. L'alerte, c'est ça. C'est aujourd'hui, ils se sentent complètement délaissés. Quand on a produit notre schéma des mobilités avec Hervé Gora et la commission et qui vous a été présenté, il y a eu aussi des retours du territoire, des retours qui sont alarmistes. On ne peut pas les bosser parce que voilà, on aimerait bien prendre le transport en commun. Il y a des carences et des zones blanches, des zones totalement blanches, ce qui est inadmissible sur le territoire. Donc la collectivité qui a la compétence mobilité, il est normal qu'on l'interpelle. Et si elle ne fait pas le boulot, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'au mois de septembre ou octobre, on va lancer ces sortes d'assises où on invitera la région, évidemment, dans cet hémicycle. On invitera beaucoup de partenaires pour échanger, débattre et puis qu'on soit force de proposition. Donc pour moi, la solidarité territoriale, c'est aussi le département qui se mobilise pour, je dirais, quand il y a une carence quelque part d'une autre, il faut qu'on soit aussi là, nous, pour assumer. Et ce qu'on fera bien volontiers. Thierry Bracmont. Très, très rapidement. Juste une remarque et puis après un questionnement sur la fibre dans le Loiret. Moi, je voudrais juste répondre à Christine Tellier, notamment sur la gestion quantitative de l'eau. La Lap de Beauce, elle est gérée par des quotas d'eau depuis 20 ans. Voilà, c'est-à-dire que chaque agriculteur a un quota et il y a un coefficient d'eau, enfin un coefficient de correction qui est fait en fonction du niveau de la nappe. À titre d'exemple, l'année dernière, nous avions un coefficient de 1 et cette année, c'est un coefficient de 0,66. Voilà. Et donc, si la nappe, malheureusement, baisse encore, ce coefficient sera encore amené à diminuer. Et donc, c'est une préoccupation tout à fait légitime des agriculteurs. Moi, je me tiens à votre disposition. Si vous voulez venir voir chez moi comment nous gérons justement avec des outils, des OAD, c'est des outils d'aide à la décision et du matériel spécifique qui peut permettre de faire des économies d'eau. Voilà. Oui. Après, j'ai noté aussi que vous terminiez sur la sélection et que pour moi, oui, la science pourra permettre des améliorations variétales. Après, on rentre sur un sujet sur lequel la France et l'Europe n'ont pas voulu avancer sur les OGM. Et c'est quelque chose qui est un autre débat. Je voulais juste, pour terminer, moi, sur ce point, sur la fibre optique, je voudrais relayer un petit peu les préoccupations des maires de notre territoire qui sont inquiets, notamment sur le peu d'avancement de certains travaux. Ils se sont engagés à financer, dans le cadre des enfouissements, on s'aperçoit qu'il y a peu de planification, il y a du retard dans les travaux, il y a des malfaçons qui sont faites par des sous-traitants qui interviennent parfois le dimanche au mépris de règles de sécurité, des regards qui ne sont pas fermés. Voilà, donc moi je m'inquiétais un peu sur ce sujet-là. Et puis
On s'aperçoit aussi que maintenant, il y a aussi une nouvelle catégorie de gens qui ne seront alors éligibles, mais pas raccordables. C'est-à-dire que beaucoup de réunions ont été faites pour informer l'arrivée de la fibre sur les communes. Les attentes des élus et des habitants sont très importantes. Comment on va gérer pour ces habitants-là qui ne pourront pas avoir la fibre, parce que les maires ont bien compris qu'en acceptant la nouvelle convention, ça permettrait que tous les habitants soient raccordés, et j'ai bien peur qu'une certaine catégorie d'habitants ne le soit pas, et qu'on a aussi du retard très important sur l'avancée des travaux. Moi, en tant que président de côté de commune, nous avons décidé de centraliser et de faire des réunions de rendu tous les peut-être 2 mois pour aider justement les acteurs du département qui suivent cette délégation de service public. Voilà. Bien, merci. Nous n'avons pas Frédéric Nérot sur le sujet, mais je ne sais pas si Hervé va apporter des compléments, mais effectivement, on sent bien que la situation se tend sur les territoires ruraux, mais pas que. C'est-à-dire que sur les territoires dont nous n'avons pas la charge, je dirais, en termes de déploiement de la fibre, c'est pas toujours au beau fixe. Mais effectivement, c'est là qu'on va voir. Là, on va voir dans les prochains mois la situation encore certainement plus difficile. Vous le savez, nous avons appliqué le maximum des pénalités que nous pouvions appliquer jusqu'à maintenant sur le contrat, puisque les objectifs ne sont pas intégralement remplis. Donc voilà, je pense qu'on sera très vigilant, et l'idée de travailler à l'échelle intercommunale pour avoir un interlocuteur, je dirais, sur le territoire, je pense que c'est une bonne position. Merci de l'initiative. Je ne sais pas si Hervé, tu as autre chose à ajouter. Juste pour compléter les propos, effectivement, toutes les communes ou intercommunalités nous font remonter les problématiques que tu viens de citer, bien évidemment, on en est bien conscient. Tous ces points sont pris en considération dans nos discussions que l'on a avec le délégataire. Aujourd'hui, les discussions se tendent, vous l'imaginez bien, puisque, comme l'a rappelé Monsieur le Président, les pénalités de retard ont été appliquées. Donc il y a des phases de discussion, de négociation avec eux. On leur a fait remonter aussi l'information comme quoi le travail n'était pas fait forcément dans de bonne qualité et avec des conditions de travail sécuritaires. Tu viens de le rappeler, mais c'est valable sur l'ensemble du département. Il n'y a pas que des sites particuliers, c'est vraiment général. Donc tout ça, bien pris en considération, fait l'objet de différents échanges par courrier, bien évidemment, mais aussi en réunion de COMEX avec eux. Donc on est tout à fait conscient des problématiques de territoire et on essaie d'y remédier au plus vite également. Voilà. Bien, je propose de mettre un terme à cette séance d'ouverture. Nous devions la terminer pour 11h30, donc c'est là où Pauline Martin est partie me remplacer pour la remise des médailles à nos agents. Donc je vous invite à descendre pour justement participer à cette remise de médailles, notamment pour les agents qui sont sur vos territoires. Je vous rappelle, donc le déjeuner aura lieu à la Bretonnerie à 12h30, reprise de la séance publique à 14h. Je pense qu'on va reprendre à 14h et non pas se laisser aller comme on fait parfois au-delà. Donc merci à vous. Donc pour ceux qui le souhaitent, en tout cas par rapport à nos agents, merci de nous retrouver dans le hall. Et puis ensuite, direction la Bretonnerie, reprise de la séance à 14h. Merci à vous.